à l'affaire du sang contaminé. La Cour de cassation prononce un non-lieu. Personne ne sera poursuivi. Madame ne parlera pas. Madame ne parlera pas. Vous êtes une mafiage, vous journalistes qui couvrez le gouvernement, qui a fait 7000 morts. Madame ne vous donnera pas de compte rendu. Cette justice est une justice de merde, un pays de merde. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, été au courant de cela. Tout simplement parce que cette question ne remontait pas au Premier ministre. Et ceci n'a été contesté à l'audience par personne. Au cœur de ce scandale, des médecins, des fonctionnaires et même des ministres de la République. Moi, je me sens profondément responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable parce que vraiment, j'espère que je saurai vous montrer qu'à l'époque, on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient justes. Des milliers de victimes, transfusées et hémophiles, plus de 10 ans de procédures, des centaines d'expertises, des années d'instruction. Tout ça pour n'aboutir qu'à un immense gâchis judiciaire. Le plus désespérant, c'est pour la non-réponse qui a été donnée aux parents d'hémophiles et aux transfusés, aux parents de transfusés. C'est une non-réponse judiciaire qui est incompréhensible. Au bout du compte, seules 5 condamnations et surtout une grande incompréhension des parties civiles. J'ai hurlé, je les ai traités de lâches, ce sont tous des lâches. 18 ans de combat pour dire il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de victime. C'est de notre faute à nous, c'est pas de chance. C'est bien, moi chérie. Ouais, fais comme ça avec ta main, l'autre. Ouais, terrible. Et ben voilà, c'est gagné mon Lolo, t'as gagné. 20 ans après les faits, les victimes et les magistrats éclairent d'une façon édifiante le feuilleton judiciaire du sang contaminé. Inconnu avant 1981, le sida fait ses premières victimes aux États-Unis chez les homosexuels et les toxicomanes. Les médecins ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. Le docteur Lebovitch a étudié les premiers cas. Les collègues me demandent d'aller voir un patient bizarre, avec un cas qu'on n'a jamais vu avant. Il a un abcès dans le cerveau, une pneumonie d'un certain type, des champignons dans la bouche, etc. Et il a un déficit immunitaire qu'il a acquis. Manifestement, il ne l'avait pas quand il était petit. Et la seule chose qu'il avait de particulier, c'est qu'il était portugais et qu'il avait fait son service militaire en Angola. Voilà. Et à cette époque, je me rappelle, j'avais dit à mes collègues, il a dû attraper une vacherie en Afrique. Voilà. Et comme je ne suis pas africanologue ni parasitologue, je dis, je ne sais pas quoi. C'est un truc bizarre. En janvier 1983, l'équipe du professeur Montagnier découvre et isole le virus du sida. Le docteur Vergoz travaillait au Centre national de la transfusion sanguine. C'est la première maladie de ce type. C'est un virus entièrement nouveau. C'est un virus d'une catégorie de virus que nous ne connaissions absolument pas, sauf une exception à propos de lymphome rarissime, les rétrovirus. On ne savait pas ce que c'était en pathologie humaine. Cette maladie se traduit par une trentaine de maladies diverses. Ça ne vous choque pas? Mais les plus diverses, cutanées, pulmonaires, etc. Et c'est tout de même absolument déconcertant. Elle entraîne des taux d'anticorps jamais observés dans aucune autre maladie, au 500 millième. C'est absolument effarant. Et chez des sujets qui sont immunodéprimés. Vous comprenez cela? Des sujets qui sont immunodéprimés et qui font des taux d'anticorps monstrueux et des anticorps qui ne sont pas protecteurs. Mais Pasteur doit faire des sauts de carpe dans sa tombe, parce que c'est depuis lui et pendant un bon siècle que les anticorps étaient synonymes de guérison, de protection. Et là, on allait complètement à l'inverse. L'inquiétude s'installe. Quand le sida touche les premiers hémophiles, on suspecte alors la contamination par le sang. En France, la direction de la santé perçoit la menace. Le 20 juin 1983, elle recommande une exclusion des donneurs à risque. Toxicomanes, africains, haïtiens et surtout homosexuels. Certains ne mesurent pas le danger et préfèrent crier à la discrimination.
Le professeur Roux, condamné dans l'affaire du sang contaminé, était directeur général de la santé. C'est lui qui préconise l'exclusion des donneurs à risque. D'abord, il y a eu une contestation. On m'a accusé, on m'a traité de raciste, parce que je parlais de ce qui arrivait d'Afrique. On m'a traité de tout un tas de noms, parce que je m'occupais d'homosexuels. La presse ne m'a pas aidé. Le drame de la France. Cette circulaire n'a pas été appliquée. Pire encore, l'administration pénitentiaire reçoit à la même époque la permission d'augmenter les collectes de sang dans les prisons. Or, les détenus sont évidemment une population à risque. Une décision qui s'avérera fatale pour des milliers de transfusés. En février 85, 2 médecins, les docteurs Pinon et Lebovitch, publient les résultats de leur étude. Le signal d'alarme est donné. Avec notre test, qui était artisanal mais qui était extrêmement efficace, heureusement ou malheureusement, on tombe sur le poteau rose. Enfin, ce qui était sous-entendu, il devait forcément y avoir des donneurs de sang contaminés, mais là on trouve des chiffres. Et on trouve un donneur sur 200 dans la région parisienne. Aïe aïe aïe. Ces chiffres alarmistes ne sèment pourtant pas la panique. Les scientifiques ne sont pas tous du même avis. Pour certains, le sida ne représente pas vraiment une menace. Parmi eux, l'éminent professeur Jean Bernard. Justement, c'est là où il faut s'arrêter, c'est qu'il y a une émotion, partiellement justifiée, mais le sida est beaucoup moins grave que beaucoup d'autres maladies. Mais est-ce qu'il y a des degrés dans le danger? En tout cas, les personnes auxquelles on fait la révélation, fort heureusement, l'immense majorité n'auront pas du tout une maladie mortelle, ils auront un trouble temporaire. Nous sommes en 1985. Le 19 juin, le Premier ministre, Laurent Fabius, annonce le dépistage obligatoire de tous les dons du sang. Il lui sera reproché d'avoir trop tardé pour favoriser le test français aux dépens du test américain. C'est-à-dire, des arguments de toutes sortes étaient avancés pour dire il faut reculer les tests, il ne faut pas les faire, etc. Et j'ai pris, contre toutes ces objections, la décision de rendre obligatoires ces tests. Et nous avons été un des premiers pays du monde à le faire. L'opinion publique est gagnée par la panique et déserte les centres de transfusion. Le ministre de la Solidarité, Georgina Dufoy, cherche à rassurer et donne son sang devant les caméras. Pendant ce temps, les médecins voient de plus en plus d'hémophiles devenir séropositifs. En cause, les produits sanguins qu'ils s'injectent pour prévenir les hémorragies. Pour les hémophiles, on venait de découvrir un nouveau système de traitement. Ce produit, il les mettait vraiment dans une situation tout à fait différente. C'était des gens qui pouvaient aller se promener sans rester sous l'égide, sous le risque d'une hémorragie, qui pouvaient aller en vacances, ça changeait complètement, et ça ils me l'ont tous expliqué, ça changeait complètement leurs conditions de vie. Les nouveaux produits concentrés, c'était un confort incroyable au niveau du traitement des hémophiles. Pour la bonne raison, c'est qu'on pouvait voyager avec, ça prenait très peu de place. On avait fait un stage pour apprendre à perfuser nous-mêmes, ma femme et moi. Et donc, on pouvait se déplacer, partir en voyage avec les produits et en cas d'hémorragie, pouvoir réagir tout de suite, arrêter cette hémorragie. Seulement, la préparation de ces produits exigeait une très grande quantité de sang et il fallait pour faire un produit à peu près correct de quelques grammes, il fallait quelquefois 500 à 1000 prélèvements sanguins. Or, il suffit d'un donneur séropositif pour contaminer tous les produits utilisés par les hémophiles. Il est donc urgent de trouver un moyen pour les protéger. Une nouvelle technique gagne la confiance des scientifiques. C'est le chauffage des produits sanguins, destiné à tuer le virus. Le Centre national de transfusion sanguine commence à distribuer les produits chauffés en juillet 1985. Mais les produits contaminés ne sont pas détruits pour autant. Ils sont distribués aux hémophiles déjà séropositifs. Parmi eux, Edmond-Luc Henry. J'ai été soigné directement par un médecin du centre de transfusion sanguine, du Centre national de transfusion sanguine. Et ils avaient organisé le tri des patients. Et à l'époque,
sur mes ordonnances, je ne l'avais d'ailleurs pas remarqué, je l'ai remarqué dans l'instruction et j'ai su ce que ça voulait dire, il y avait une étoile au coin des ordonnances qui m'étaient prescrites. Elle signifiait pour la distribution qu'on devait me distribuer des produits qui étaient contaminés. Ce n'est qu'au 1er octobre 85 que les produits chauffés sont exclus, soit 1 an de trop. En octobre 84 déjà, des scientifiques considéraient le chauffage efficace pour tuer le virus du sida. Mais les controverses sur la validité du procédé et son coût élevé vont retarder la distribution des produits chauffés. Les 2 fils de la famille Gaudin, Stéphane et Laurent, ont été contaminés en 1985. À l'époque, quand notre médecin nous a dit Stéphane est contaminé, elle nous a dit c'est rien du tout. C'est oh, mais il va faire un anticorps, il n'y a pas de maladie, il n'y a aucun problème. Après, quand en juillet, on nous a annoncé que Laurent l'était, on nous a dit mais maintenant on peut vous dire qu'il existe des chauffés. Alors qu'on aurait pu en avoir depuis longtemps, quoi. Et ça, c'est ça aussi qui vous fait hurler. 1500 hémophiles et 3000 transfusés environ ont été contaminés par le virus du sida au début des années 80. Le drame du sang est noué. Une bombe à retardement se prépare lentement, mais sûrement à exploser. L'affaire du sang contaminé qui a fait trembler la France a bien failli rester dans les tiroirs. Les premières plaintes sont déposées en 1988 et déjà la justice rechigne à se mettre en route. La juge Berthella Geffroy a instruit ce dossier. Dans ce dossier, on a commencé par un classement sans suite du parquet. En 88, un hémophile avait déposé plainte au parquet, devant le procureur de la République, ce qui est son droit, et le procureur de la République lui a répondu qu'il n'y avait pas d'infraction et avait classé sans suite. À cette époque encore, c'est au mauvais sort qu'on attribue le drame des contaminés. J'ai toujours dit, et je redis, que je veux assumer les responsabilités qui ont été les miennes. Mais je ne veux pas assumer celles des autres, ni la réalité d'un problème de société. Celui qui apparaîtra plus tard comme le grand coupable, Michel Garetta, directeur du Centre national de la transfusion sanguine, est tout d'abord mis hors de cause. Maître Charvet, son avocat, se souvient des propos du premier juge d'instruction. Il dit qu'elle ne mettra pas en examen Michel Garetta parce qu'il n'y a pas lieu de mettre en examen, parce que c'est une erreur médicale à cette époque-là qui est vécue comme les conséquences d'une méconnaissance, point. Pour l'instant, personne n'est inquiété. Mais quelques années plus tard, en 91, une journaliste jette un pavé dans la mare. L'événement du jeudi révèle l'existence d'un document accablant. Michel Garetta y donne l'ordre d'écouler les stocks de sang contaminé. Cette révélation est la première de toute une série qui va scandaliser l'opinion. Comme tous les hémophiles, j'avais une confiance angélique en mon médecin et je ne pouvais pas imaginer qu'il ait pu se passer les choses qui se sont passées. Et puis Anne-Marie Casteret, qui avait fait une enquête remarquable, a publié un certain nombre de documents, notamment les lettres de Michel Garetta du 9 mai et celle de juin sur la distribution des stocks. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été convaincu qu'il n'y avait pas que le fait du hasard dans ma contamination. C'est la presse qui a déclenché le scandale et qui a pratiquement obligé en quelque sorte le président juge d'instruction à faire des mises en examen. Sous la pression des médias qui enchaînent les révélations, la justice se met finalement en route. À la fin de l'année 1991, elle désigne 4 inculpés. Robert Netter, directeur du Laboratoire national de la santé. Jacques Roux, directeur général de la santé. Les docteurs Jean-Pierre Alain et Michel Garetta, tous deux responsables du Centre national de la transfusion sanguine. 4 hommes seulement pour répondre des erreurs de tout un gouvernement et du corps médical. On a toujours dit, pendant tout le procès, mais il y a 4 personnes, il y avait 7 centres de fractionnement, donc il devrait y avoir au moins 7 autres personnes, il y avait les médecins traitants qui ne sont pas poursuivis, etc.
Et c'était pas normal. Pourquoi n'en prendre que 4 ? Et lorsque le procureur de la République a requis, elle a eu une phrase qui était très très forte. Elle a dit c'était 4 ou 100. Et en fait, ce qu'elle nous a dit à ce moment-là, c'est qu'elle avait fait un échantillonnage. Elle avait pris les plus représentatifs. Le procès des hémophiles s'ouvre en juin 92 dans une ambiance survoltée. Quelques jours auparavant, un reportage a bouleversé l'opinion. Les époux Gaudin ont filmé l'agonie de Stéphane, un de leurs 2 fils contaminés. On souffrait beaucoup au quotidien de voir nos enfants, voir la maladie évoluer comme ça. On souffrait énormément. J'avais du mal à supporter. Je me suis dit, il faut un jour que je fasse voir aux responsables ce qu'ils ont fait de nos enfants. Cette nuit-là, quand on a descendu Laurent à l'hôpital, ce soir-là, Laurent était un petit peu dans le coma. Il n'arrivait plus à parler et on l'a descendu à l'hôpital. On l'a emmené au scanner. J'ai senti quelque part qu'il se passait quelque chose de grave et que Laurent allait nous quitter. Je sentais que vraiment ça allait pas. Pour moi, ça a été très dur de filmer. Ça a été des moments épouvantables, mais j'ai toujours eu l'arrière-pensée qu'on arriverait à les sortir d'affaire, à les sauver. C'est bien, mon chéri. Ouais, fais comme ça avec ta main, l'autre. Ouais, terrible. Si j'avais su que ça allait conduire au décès de nos 2 enfants, j'aurais pas pu filmer. Je sais pas, ça aurait été dur, mais j'avais toujours cet espoir qui me donnait la force de continuer de combattre et tout, de savoir que mes enfants, on arriverait peut-être à les sortir de là. Tu veux rien dire? Il veut dormir. Bon, et ben bonne nuit. Au fur et à mesure que je voyais que la maladie devenait horrible, épouvantable, au fur et à mesure, je me suis dit, mais j'avais plus envie de filmer, mais j'ai dit, il faut que je filme parce que finalement, c'est épouvantable, mais il faut qu'ils le voient, ces gens-là. C'est encore venu, ça. C'est pas pensable. Nous, on sera en prison depuis longtemps. Hein. À l'ouverture du procès, les Gaudin et les hémophiles placent un immense espoir dans la justice. On défend une cause qui est celle de la mort de ses enfants ou de sa propre contamination. On n'est pas sur le terrain politique, on n'est pas sur le terrain d'une revendication. On défend la mémoire d'un être qu'on a perdu ou d'une vie qui est brisée. Les hémophiles ne peuvent s'en remettre qu'à la justice. Ils n'ont pas d'autres moyens. Mais avant le procès, les victimes ne se font déjà pas d'illusions. Les accusés ne sont pas poursuivis pour homicide. On leur reproche tout simplement d'avoir trompé les hémophiles sur la qualité de la marchandise, c'est-à-dire le sang. Accusation bien légère. On parle de délit d'épicier. C'est le code de la consommation. Comme si j'avais été un épicier et que j'avais vendu un produit qui avait été trop longtemps dans mon frigidaire, je dirais, ou dans mes congélateurs. Et qu'après, il sortait en mauvais état et qui donnait un peu mal au ventre. C'est tout. Michel Garetta, il est mis en examen pour avoir laissé distribuer sur le territoire national français des produits qu'il savait potentiellement contaminés. Ce qui a fait hurler à l'époque les partis civils, et Maître Pogam parlait d'un délit d'épicier. Et c'est vrai que la loi de 1905 n'était pas applicable à ce dossier, pour 2 raisons. C'est que le sang n'est pas une matière, juridiquement parlant, vendable. Et deuxièmement, la loi de 1905 prévoit que les produits qui constituent l'infraction doivent être définis par des décrets d'application. Et il n'y a jamais eu de décret d'application définissant ces dérivés sanguins comme des produits. Donc si on avait appliqué le droit à la lettre, ce qui aurait dû être fait parce qu'on est en matière pénale, on ne pouvait pas poursuivre Michel Garetta sur ce fondement. Le procès du sang contaminé va durer plusieurs semaines. Jamais la presse n'a été aussi divisée. 2 camps irréconciliables s'affrontent. D'un côté, ceux qui pensent que personne n'était en mesure d'éviter le drame. Et de l'autre, ceux qui considèrent que les responsables ont sciemment sacrifié des vies humaines au profit d'intérêts privés.
La principale défense de la partie adverse, des responsables de la contamination de nos enfants, c'est de dire qu'on était dans une période d'incertitude. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais je dois dire tout de suite une chose qui a été un grand débat de discussion dans les procès qui ont suivi. À savoir, on nous dit, et nous comprenons, qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites en 1983, 84, 85, mais on le sait maintenant en 90 ou 92, parce qu'on en sait beaucoup plus sur ce qu'est le sida. Après, comme tout le monde, je me suis aperçu qu'on avait fait des erreurs. Mais quand on a su comment étaient les choses, c'est-à-dire 2 ou 3 ans plus tard. Mais à l'époque, quand je suis parti, je pensais honnêtement que j'avais fait ce que je pouvais, ce que je devais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait dans cette affaire des éléments qu'on n'a jamais trouvés dans aucune procédure criminelle. Jamais. Quand vous avez le PV du mois de mai 85, le PV du CNTS, dans lequel il est écrit noir sur blanc, tous les lots sont contaminés. Il résultera de leur distribution par trimestre de distribution, tant de morts dans un délai de 5 ans. Et au-delà de 5 ans, on ne sait pas quelle sera l'évolution de morbidité parce qu'on n'a pas suffisamment de recul sur l'observation de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a aucun doute sur le fait que l'administration des produits transmet le sida. On n'a aucun doute sur le fait que les gens qui vont recevoir le virus vont développer la maladie. Le seul doute, c'est de savoir quel est le pourcentage de gens qui va mourir. Donc, ce type d'éléments, dans des affaires criminelles, vous ne les avez jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais d'éléments aussi nets pour extérioriser la volonté des agents. Or, cette note, et c'était tout le problème, non seulement elle a été rédigée, mais elle a été envoyée à l'administration de tutelle pour se couvrir. Donc, quand on dit à l'époque on ne savait pas, il ne faut quand même pas exagérer. Ils l'ont écrit, ça. Après un procès en appel, les 4 accusés sont condamnés à des peines de prison. Prison ferme pour les docteurs Garetta et Alain. Et prison avec sursis pour le docteur Netter et le professeur. Ça a été le procès, sans doute, qui a été déterminant dans l'apparition de la preuve de ce qui s'était passé. Ce procès, de mon point de vue, même s'il était incomplet dans le nombre de personnes qui étaient mises en cause et condamnées, puisqu'il n'y avait que 4 personnes qui ont été condamnées, a, en tout cas sur le plan des principes, établi les faits. C'est-à-dire que les hémophiles avaient été trompés, c'est ce que dit le tribunal correctionnel, et ce qui est répété après par la cour d'appel, que c'est en connaissance de cause qu'on avait distribué des produits non chauffés, c'est-à-dire contaminés aux hémophiles, et troisièmement, qu'on connaissait les conséquences de cette contamination, c'est-à-dire la mort d'un certain nombre d'hémophiles et d'un certain nombre de leurs proches. Ça, tout le procès correctionnel l'a établi. Il en a conclu, lui, un délit avec lequel beaucoup n'étaient pas d'accord, dont moi, qui était que c'était un délit de tromperie sur la marchandise. Nous pensions que ce n'était pas une tromperie sur la marchandise, mais le crime d'empoisonnement. Pour les victimes, justice ne sera faite que lorsque les responsables auront été jugés pour empoisonnement. Or, le 22 juin 1994, les peines sont confirmées en cassation. Et ce jour-là, le président de la Cour adopte un comportement pour le moins inhabituel. À l'issue de son arrêt, le président de la Cour de cassation intervient devant la presse et interprète l'arrêt qui vient d'être prononcé par la chambre criminelle. Si les faits constituent aussi un empoisonnement, eh bien ça peut faire l'objet d'une autre procédure. Ça n'exclut pas qu'il y ait eu tromperie. Le fait qu'il y ait tromperie n'exclut pas qu'on puisse poursuivre et peut-être condamner pour empoisonnement les mêmes personnes. Cette intervention publique
totalement inhabituel et perçu par les victimes, mais par tous les commentateurs et les professionnels du monde de la justice comme un véritable encouragement vis-à-vis des victimes à déposer plainte, à poursuivre dans la voie pénale. C'est ce qui va se produire, puisque immédiatement, dès le lendemain, de nombreuses plaintes sont déposées par des victimes et une nouvelle instruction est engagée. Pour l'instant, l'affaire du sang contaminé continue de diviser. Verdict trop sévère pour les uns, pas assez pour les autres. Mais tout le monde s'accorde sur une chose. Les véritables responsabilités n'ont pas été examinées. Si l'esprit était d'obtenir la vérité, on est passé à côté. Donc tout le monde peut être mécontent. Si c'était d'obtenir un châtiment d'un petit nombre, oui, on peut parler de victoire. La défense des 4 accusés est la même. Ils ont tous alerté le gouvernement, qui seul pouvait agir. Les victimes veulent désormais savoir pourquoi leur vie n'a pas été protégée en haut lieu. Entre la faute collective et la responsabilité de 4 hommes, il y a les ministres. Il est tout à fait anormal, amoral qu'un certain nombre de fonctionnaires, enfin au moins 2 d'entre eux, le professeur Roux et le docteur Netter, soient aujourd'hui inculpés alors qu'ils ont prévenu leur supérieur hiérarchique, les ministres. Eh bien, il est tout à fait anormal qu'ils soient inculpés et que les ministres, eux, qui le savaient, qui ont pris la décision, eh bien, ne répondent pas devant une juridiction. Les dignitaires de la République vont bientôt devoir sacrifier à la recherche de la vérité. Le premier procès du sang contaminé a jeté 3 ministres en pâture à l'opinion. Laurent Fabius, Premier ministre. Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales. Et Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé à l'époque des faits. Au cours du premier procès est apparue une note d'une réunion interministérielle au terme desquelles on s'aperçoit que, au niveau le plus haut, puisque ça se passait à Matignon, au niveau le plus haut, on débat de la question des contaminations, et non plus cette fois-ci de la contamination des hémophiles, mais du problème du test. Donc, à ce moment-là, on se dit, il y a des responsabilités, probablement, il faudrait enquêter sur les responsabilités gouvernementales, en particulier du Premier ministre, du secrétaire d'État à la Santé Edmond Hervé et du ministre de la Solidarité, Georgina Dufoy, duquel il dépendait. Les ministres sont susceptibles alors d'avoir commis des crimes ou des délits dans l'exercice de leurs fonctions. Et comme vous le savez, ça n'est pas la justice ordinaire qui peut se saisir de cette affaire. Les 3 anciens ministres deviennent la cible de toutes les accusations. Et les médias deviennent un prétoire. Je voudrais d'abord dire, en souhaitant qu'on ait un peu de temps pour s'expliquer, madame, que tout ça est un drame terrible. Et que cela représente beaucoup de douleurs et même beaucoup de morts. C'est à cette époque que Georgina Dufoy prononce sa célèbre phrase. Quel est le bon mot? Qu'est-ce que vous sentez ce soir? Pour moi, je me sens profondément responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable, parce que vraiment, j'espère que je saurai vous montrer qu'à l'époque, on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient justes. Malgré ces cris d'innocence, l'épée de Damoclès tombe. Fin 1992, le Parlement met en accusation les 3 anciens ministres pour homicide involontaire. Les victimes vont devoir alors attendre 7 ans pour connaître la vérité. Car ce n'est qu'en février 1999 que s'ouvre le 2e procès du sang contaminé à la Cour de justice de la République. Mais déjà, tout laisse à croire que la vérité n'apparaîtra pas. Les journaux parlent même de procès de dupes. Pèsera toujours sur cet arrêt de la Cour de justice de la République le doute que tout démocrate peut avoir, qui est que c'est un procès qui se fait sans les parties civiles, c'est-à-dire qui n'est pas contradictoire. Sur les 345 plaintes déposées,
Seuls 7 sont traités par la Cour de justice, essentiellement des transfusés. Et ces 7 victimes n'ont pas le statut de partie civile. Elles ne sont donc pas défendues par des avocats. Elles assistent comme témoins au procès de leur propre contamination. Une véritable justice d'exception. C'est un procès qui a été mené de manière totalement abstraite, sans considération pour les atteintes réelles qui avaient été portées à ces personnes, atteintes à leur vie, atteintes à leur intégrité physique. On jugeait des ministres pour une abstraction. Au cœur des débats, le retard dans le dépistage systématique des dons du sang. La raison ? Le gouvernement aurait bloqué les tests américains déjà prêts pour favoriser le test des laboratoires Pasteur. Charles de Courson était juge suppléant à la Cour de justice. Il y avait 2 tests, le test Abbott, un test américain, et puis il y avait un test de l'Institut Pasteur qui était en cours de validation, mais qui avait du retard sur le test Abbott. Et donc, on a trouvé dans les pièces un bleu de Matignon, c'est-à-dire une décision qui est présentée comme celle du Premier ministre, qui décidait, je vous cite, « Le dossier d'enregistrement d'Abbott soit encore retenu quelque temps au Laboratoire national de la santé. » Donc on donnait l'ordre au Laboratoire national de la santé de retenir le test Abbott pour pas qu'il arrive sur le marché trop vite. Ça n'a pas été reconnu comme une faute du Premier ministre, puisque le Premier ministre, il n'y a eu aucune preuve que son conseiller technique ou son directeur de cabinet l'avait mis au courant. L'histoire avec un grand H retiendra qu'il y a eu en France plus de contaminés par le sang que dans d'autres pays. Ça, c'est enregistré par transfusion. Que le pays, c'était le pays pourtant où on avait fait la découverte première du virus causal. Mais pour des raisons que les historiens n'ont pas eu encore à connaître, entre la découverte du virus et la mise au point du test à Pasteur, il y a eu un temps. Que ce temps a été beaucoup plus court aux États-Unis. Et que donc il y avait un retard technique de mise en œuvre du dépistage pour des raisons techniques de production du test en France, pour la raison que Pasteur était destiné à être protégé dans ses droits industriels en France. Assez naturellement, c'est légitimement. Sauf que l'histoire se demandera si ce n'était pas aux dépens de la santé, voire de la vie, de ceux qui ont été transfusés et contaminés. Voilà la défense des ministres. Ils n'étaient pas au courant. Et lorsqu'ils l'ont été, ils ont pris les décisions adéquates en temps voulu. Une défense qui paye pour Laurent Fabius et Georgina Dufoy. Ils sont relaxés par la Cour. Une décision lourde de conséquences. On peut prendre des décisions dans le cabinet du Premier ministre dont on n'a pas la preuve qu'ils sont remontés jusqu'au niveau du Premier ministre sans s'engager dans la responsabilité du Premier ministre. Eh bien, le Premier ministre ne sera pas inquiété. Eh bien, moi, je pose la question, y a-t-il encore une République avec des ministres responsables avec une telle jurisprudence ? Seul Edmond Hervé, l'ancien secrétaire d'État à la Santé, est reconnu coupable de 2 contaminations. Mais fait rarissime dans les annales judiciaires, il est dispensé de peine. Les juges estiment en effet qu'il a été suffisamment accablé par les longues années d'action judiciaire et par le battage médiatique. Il y avait un problème très important du point de vue du fonctionnement des institutions républicaines qui est quelle est la responsabilité des ministres à l'égard de leur cabinet, les membres de leur cabinet. Vous savez qu'en France, il y a des cabinets, c'est-à-dire un directeur de cabinet, des conseillers techniques, qui en fait souvent prennent des décisions au nom du ministre et qui sont immédiatement appliquées, que ce soit le Premier ministre ou les différents ministres. Et donc la question était, si l'un d'entre eux fait une faute grave, est-ce qu'il engage la responsabilité pénale du ministre ? Exemple, nous avions la preuve qu'un conseiller du Premier ministre, en l'espèce M. Gros, avait différé le fameux test Abbott pour permettre au test Pasteur de se mettre plus rapidement sur le marché pour rattraper, si vous voulez, le temps perdu. Et donc, certains disaient, ça a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
La question était, est-ce que le Premier ministre était au courant de cette décision de son conseiller technique? Eh bien, le conseiller technique, comme d'ailleurs le directeur de cabinet, sont venus dire que non. Et la Cour a donc estimé que le ministre n'était pas responsable. Et donc, si vous estimez qu'une décision prise et qui s'applique par un membre de cabinet ou le directeur de cabinet, le ministre n'en est pas responsable, ça veut dire qu'il n'y a plus de République, qu'il n'y a plus de responsabilité ministérielle, puisqu'il suffit qu'un ministre fasse tout décider par son directeur de cabinet ou ses conseillers, et lui ne sera jamais responsable devant la Cour de justice de la République. Eh bien, c'est ce qu'a choisi la Cour de justice de la République dans son arrêt sur le sang contaminé. Ça laisse encore une fois un goût d'inachevé. Les propos de certains magistrats, en outre, ont profondément choqué les victimes. Pendant le procès des ministres, M. Burgelin nous a dit « Mais vous, les parents, vous êtes responsables de la contamination de vos enfants. Vous n'aviez qu'à pas leur injecter ce produit. » Vous savez, quand vous entendez ça, vous l'avez dur. Hein. Moi, j'ai pleuré, je peux vous dire, j'ai pleuré de 8 h du matin jusqu'à 6 h du soir qu'il a fait son truc. J'ai pleuré pendant 8 heures, d'écouter ce qui nous sortait, de dire, mais finalement, les responsables, c'est vous, les parents. Vous aviez qu'à pas perfuser vos enfants. À l'issue du procès des ministres, les victimes sont convaincues d'une chose. C'est le prochain procès, celui des conseillers ministériels et des médecins, qui fera la lumière sur le drame du sang contaminé. Encore quelques petites années à attendre et les responsabilités seront établies. Seulement, ce procès n'aura jamais lieu. La condamnation de 4 personnes pour des délits d'épicier. La relaxe de tous les responsables politiques, drapés dans leur ignorance, n'ont bien sûr pas épanché la soif de justice des victimes. Certaines d'entre elles déposent de nouvelles plaintes pour empoisonnement. Moi, j'ai été saisie pas après le premier procès, mais sur des constitutions de partie civile qui étaient encore dans le cabinet du juge d'instruction, du premier juge d'instruction qui avait instruit l'affaire et qui avait renvoyé en correctionnel 4 personnes, dont Garetta. Et donc, elle avait laissé de côté, en fait, les transfusés et les hémophiles qui souhaitaient que l'empoisonnement soit retenu. Vous voyez, c'est un petit peu une démarche à reculons ou à l'inverse. C'est un premier procès uniquement sur les hémophiles, uniquement sur les produits défectueux, un deuxième, après une première instruction, une deuxième instruction qui continuait la première sur les transfusés qui, eux, n'ont pas eu leur procès, en fait, hein, et la Cour de justice de la République saisie simultanément pour les 3 ministres, puisque les ministres ne peuvent pas être jugés par des tribunaux normaux. C'est la Cour de justice de la République. Voilà en gros l'explication, mais c'est très compliqué parce que ce n'est pas une démarche logique, donc c'est difficile à comprendre. Et justement, en mai 1999, l'espoir est à son comble. La juge d'instruction Berthella Geffroy décide de renvoyer aux assises une trentaine de conseillers ministériels, responsables de la santé, mais aussi des médecins d'hémophiles. Ce dont j'étais saisie, c'était donc par les constitutions de partie civile des transfusés et des hémophiles, le fait de savoir quels ont été les dysfonctionnements qui ont eu lieu, notamment en 1985, pour que ces hémophiles et ces transfusés n'aient pas été protégés. C'est-à-dire, il y avait le problème donc du monopole du CNTS qui est sur l'importation. Pourquoi n'avons-nous pas importé des produits chauffés à partir du moment où on savait que les produits non chauffés donnaient le sida? Pourquoi on a retardé le test Abbott américain en attendant que le test Pasteur soit prêt alors que ce test pouvait sauver des vies humaines? Pourquoi on a attendu le 1er août 1985 pour que le dépistage soit obligatoire sur toutes les poches de sang, et le 1er octobre 1985 pour que tous les hémophiles soient traités avec des produits chauffés, sans effectuer d'ailleurs de rappel. Ça, si vous voulez, ce sont les reproches que faisaient les hémophiles et les transfusés partie civile aux autorités décisionnaires. C'est ça.
Michel Garetta est à nouveau poursuivi, pour empoisonnement cette fois. L'empoisonnement, c'est d'administrer un produit mortifère. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des invités chez vous, vous avez 10 verres, vous savez que dans 2 des verres, il y a un poison. Vous laissez les 10 verres à disposition de vos invités. Est-ce que vous êtes un empoisonneur? Est-ce que, malgré le fait que vous ne sachiez pas qui va boire ce verre, hein, mais vous savez que quelqu'un va le boire. Donc, c'est un petit peu une comparaison pour expliquer la chose. Il n'y a pas besoin de l'intention de tuer un tel ou un tel. Il suffit de savoir que ce produit est mortel et peut contaminer. Au début de la procédure, le docteur Vergoz, médecin d'hémophile, est un de ceux accusés d'empoisonnement. Rendez-vous compte que cette inculpation d'empoisonnement, c'est me traiter de salaud. Car j'aurais pris des décisions préjudiciables pour des gens qui me faisaient confiance. Ou au mieux, c'est me traiter d'abruti. Si j'étais capable de faire des erreurs aussi monstrueuses que celle-là. L'empoisonnement, j'ai dit, pas tous les médecins sont des empoisonneurs, mais il y en a qui ont été des empoisonneurs en sachant très bien que dans le sang, il y avait le sida. Et le sida, qu'est-ce que c'est? C'est un produit mortifère, non? Pouvant donner la mort. Et surtout, au début, entre 83 et 84, ça donnait la mort en 6 mois. En 6 mois, les gens mouraient. Finalement, seuls quelques responsables de la santé, dont Garetta, ont été mis en examen pour empoisonnement. C'est surtout l'homicide involontaire et la non-assistance à personne en danger qu'a retenu la juge. Pour la qualification criminelle, il faut une intention homicide. Il la faut. Quels que soient les tests qui ont été en présence. Si vous ne voulez pas tuer, vous ne pouvez pas être un assassin. Et ça aurait été monstrueux de renvoyer des dizaines et des dizaines de médecins en leur trouvant comme seul point commun d'avoir voulu tuer leurs patients. Un ultime obstacle se dresse sur le chemin du 3e procès. C'est la Chambre d'instruction de Paris. Le 4 juillet 2002, coup de théâtre. Elle rend un arrêt de non-lieu général. En clair, les juges décident qu'aucun des 30 mis en examen n'a commis de faute. Il n'y aura pas de procès. Ébahis, les victimes laissent éclater leur colère. Veut dire, voyez, non, madame ne parlera pas. Madame ne parlera pas. Vous êtes une mafiage, vous, journaliste qui couvrez le gouvernement, qui a fait 7000 morts. Madame ne vous donnera pas de compte-rendu. Cette justice est une justice de merde, et tout ce qui s'ensuit. Non, mais vous foutez notre gueule, on nous assassine nos gosses, et on est acquittés. Ce qui choque les victimes, c'est que les juges reconnaissent que des vies ont été sacrifiées au profit d'intérêts privés. Seulement voilà, la décision des juges affirme qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les actes des mises en examen et la mort des victimes. Et tout ceci est expliqué en 4 pages seulement. 4 pages pour répondre à 5 ans d'instruction. Même la juge d'instruction ne comprend pas cette décision. La décision de non-lieu suscite l'indignation de plusieurs magistrats. Pourtant, en juillet 2003, la Cour de cassation confirme l'abandon des poursuites dans le dossier du sang contaminé. Le plus désespérant, c'est pour la non-réponse qui a été donnée aux parents d'hémophiles et aux transfusés ou aux parents de transfusés. C'est une non-réponse judiciaire qui est incompréhensible. Si on regarde vraiment l'affaire du sang, il y a eu un procès en 92-93 contre 4 médecins et un deuxième procès contre les ministres où M. Edmond Hervé a été reconnu coupable, pas condamnable, parce que le pauvre, quand t'es compte, il avait quand même souffert, hein, la médiatisation l'avait quand même embêté, donc il n'a pas été condamné. Donc finalement, dans cette affaire, l'unique responsable, c'est quand même incroyable, c'est M. Edmond Hervé. C'est lui qui savait tout, qui a tout orchestré, c'est lui le seul responsable de l'affaire du sang. Alors lui, qui était ministre, savait, et le médecin qui contaminait nos enfants, les médecins, eux, savaient rien. Eux, pas de procès. Ça, c'est vraiment là qu'on voit que c'est même plus l'affaire du sang, mais c'est le scandale du sang contaminé. C'est un scandale, ça restera un gros scandale.
Nous, on reste au fond de nous quand la Cour de cassation a refermé le dossier en nous disant « Mais oui, on reconnaît qu'ils sont responsables de la mort d'hémophiles, mais pas responsables directement de Stéphane Gaudin, de Laurent Gaudin. Ils sont bien coupables. Ils nous l'ont dit, la cassation, ils sont coupables. Mais ils ne voulaient pas sciemment contaminer Stéphane Gaudin, Laurent Gaudin. Et à partir de là, il n'y a plus personne et on ferme les procès. Je peux vous dire que depuis un an quand même, c'est toujours resté là en travers. Vous voyez, madame ne parlera pas. Madame ne parlera pas. Vous êtes une mafiasse. 20 ans après les faits, la justice met un point final à l'affaire du sang contaminé, sans avoir répondu aux questions posées par les victimes sur les responsabilités d'un tel drame. Vous savez, il a fallu beaucoup de courage pour ces parents d'hémophiles qui se sont battus. D'abord, bien souvent, ils ont perdu leurs enfants, quelquefois plusieurs enfants. Bien souvent, c'est eux-mêmes qui les ont perfusés. C'est eux-mêmes qu'ils ont le sentiment d'avoir contaminé eux-mêmes leurs enfants. Se dévoiler, combattre pour leur mémoire a été, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec la façon dont ça s'est passé, admirable et très courageux. À partir du moment où la justice ne les a pas entendus, leur a fait comprendre que cette affaire était trop sensible, trop dangereuse pour les institutions, trop dangereuse pour la société, à partir de ce moment-là, je crois qu'ils n'avaient plus qu'à se taire, qu'ils n'avaient plus qu'à rester seuls avec leur peine. Au nord du Vietnam, à la frontière chinoise, la baie d'Along, la 8e merveille du monde, s'étend sur près de 100 km. Les îlots rocheux paraissent réunis, on ne soupçonne aucun passage. Et pourtant, ces îlots sont assez distants pour laisser des passes praticables aux navires. Des abris bien cachés. Ils ont été longtemps le refuge des pirates chinois. Les plus belles baies du monde, la baie d'Along. Demain à 20h50 sur Odyssée. Qu'est-ce que tu as? Des gencives. J'ai beau brosser mon appareil 3 fois par jour. Mais ça ne suffit pas. Avec son oxygène actif, Stéradent élimine la plaque là où la brosse ne va pas et 99,9% des bactéries. Stéradent, l'efficacité qui donne le sourire. Et pour un confort optimal, faites aussi confiance aux crèmes fixatives Stéradent.